Cette définition, elle me semble évidemment assez datée. C'est bien une définition en accord avec la philosophie fin 19e, début 20e, le renvoi à l'idée d'un État comme un organisme vivant. Bon, c'est un peu un truisme à l'époque que l'on trouve chez beaucoup d'intellectuels. Et donc du coup, elle a perdu, me semble-t-il, de ce point de vue-là, une partie de sa pertinence. Et puis d'un autre côté, elle a un mérite, elle met en valeur des mots qui eux sont modernes, donc elle associe des mots anciens et des mots qui sont toujours utilisés aujourd'hui abondamment par les géopoliticiens, comme le terme de territoire, sur lequel on reviendra certainement, et elle insiste, j'aime bien le mot de règne, qui détonne un peu, qui a presque une dimension mystique, mais j'aime bien ce terme dans la mesure où il rappelle que le milieu géographique compte, bien sûr, mais qu'il compte dans la mesure où les sociétés humaines le régissent, se l'approprient, le dominent. C'est-à-dire que c'est aussi une définition qui engage, à l'inverse de ce qu'ont fait peut-être un certain nombre de géopoliticiens allemands ou anglo-saxons, elle engage à éviter le déterminisme géographique. Alors, cela dit, il y a quand même une chose qui m'étonne dans cette définition, célèbre bien sûr, c'est le rôle exclusif accordé à l'État. Pourtant, nous sommes en une époque, fin 19e, début 20e, où on parle déjà, qu'on qualifie aujourd'hui comme celle d'une première mondialisation, où les forces économiques commencent à jouer un rôle important, où elles contribuent à modeler les territoires, justement. Un exemple, la Ruhr. C'est bien sûr la politique de l'État allemand, c'est le réarmement, et qui, bien sûr, contribue au développement de l'industrie lourde, c'est l'impôt sur le capital pour financer les dépenses militaires, c'est Guillaume II, mais la Ruhr, c'est quand même aussi un peu Krupp, Thyssen, les grands industriels allemands, les ingénieurs allemands, que ces forces économiques ne soient pas signalées comme un des éléments importants de la géopolitique, m'étonne un petit peu. Alors, maintenant, les définitions récentes, actuelles, tournent un peu tout autour d'une idée comparable, soit celle de Lacoste, soit celle de Defay, qui revient à insister sur les rapports, je prends Lacoste, les rapports de pouvoir sur les territoires. Moi, il y a une définition toute simple que j'aime bien, qui est le rapport de force dans l'espace. Elle est descriptive, sans doute. Elle peut être prescriptive, ça ne me semble pas être une obligation. C'est même un risque que prend le géopoliticien quand il indique ce qu'il faudrait faire. Elle est quand même surtout aussi analytique. Et c'est là où elle peut être prescriptive. Elle ne se contente pas de décrire les rapports de force, encore une fois, dans l'espace. Elle essaie de comprendre pourquoi ces rapports de force se déroulent de telle façon, pourquoi ils semblent évoluer en faveur de tel ou tel des intervenants de ce rapport de force, de tel ou tel des acteurs, et c'est dans cette mesure qu'elle peut éventuellement être prescriptive, c'est dans la mesure où elle est beaucoup, quand même, analytique. Alors, le risque, là, de l'analyse, c'est autre chose. On le verra, je pense, plus tard, au cours de l'entretien. Le risque, c'est la systématisation excessive. Quant à la stratégie, en l'occurrence dans l'espace, elle me semble être une branche du coup de la géopolitique qui analyse plus précisément le jeu des acteurs, les orientations qu'ils adoptent pour atteindre leurs buts et leurs objectifs. C'est une des dimensions qu'il faut évidemment analyser au sein de la géopolitique. Alors oui, bien sûr, la géopolitique est géopolitique. Donc évidemment, tout ce qui est pensée politique dans le passé inspire obligatoirement la géopolitique. Si on pense à quelqu'un comme Machiavel, immergé dans une Italie morcelée en petites principautés, justement morcellement pour lequel il tente de trouver des dépassements, bien évidemment qu'il y a une dimension géopolitique. Cela dit,
Je pense qu'il n'y a pas que Clausewitz et Machiavel. Déjà, le premier usage du terme géopolitique est dû à Leibniz, même si ce n'est pas en un sens que nous retenons aujourd'hui. Et puis, pour moi, ce qui est très important, c'est aussi dû à ma culture, à ma formation. Pour moi, ce qui est très important, c'est les Grecs, et en particulier Thucydide. Thucydide, on dit souvent que Hérodote est le père de l'histoire, il est peut-être le père plutôt de la petite histoire, quoique je suis un peu cruel avec Hérodote, qui avait le mérite de la distanciation, au moins, ce qui est un grand mérite pour un historien. Le vrai père de l'histoire ressemble beaucoup plus à Thucydide, mais Thucydide est en même temps, me semble-t-il, le père de la géopolitique. Dans la guerre du Péloponnèse, il décrit l'affrontement entre deux cités qui ont fait des choix territoriaux différents. Sparte, c'est la plus grande cité grecque. Elle a choisi, ce qui est exceptionnel dans la Grèce antique, d'annexer une autre cité mécène, ce qui en fait la plus grande en superficie de toutes les cités, ce qui lui donne la richesse de plaine, la Laconie et surtout la Messénie est extrêmement productive, avec un problème, toujours le problème quand on a de l'espace, il faut des hommes pour mettre en valeur cet espace, et il faut tenir les hommes qui mettent en valeur cet espace. D'où le choix de l'ilotisme, un semi-esclavage pratiqué par les Spartiates, d'où la peur aussi permanente d'une révolte des Ilotes. Toute la politique spartiate s'explique par cette crainte permanente, et la prudence en fait des Spartiates, contrairement à l'idée reçue, c'est pas Sparte qui est la cité agressive, c'est bien au contraire Athènes. Sparte est profondément conservatrice et méfiante, d'où donc toute une stratégie, encore une fois, militaire, politique, et tout cela vient du territoire spartiate et de la façon dont les Spartiates ont choisi de mettre en valeur ce territoire, de le développer, de l'agrandir. Athènes a fait un choix tout à fait différent. Elle a des plaines aussi, bien sûr, mais sensiblement moins riches que la Laconie ou la Messénie, et elle a fait le choix de l'ouverture sur la mer, de manière à pouvoir aller s'approvisionner à l'extérieur, d'où la nécessité de contrôler les îles, les littoraux, qui permettent d'aller jusqu'au pont d'Euxin, c'est-à-dire notre mer Noire actuelle, voire éventuellement même en Égypte, pour en retirer le blé dont les Athéniens ont besoin, d'où une autre forme d'oppression, et en fait, on peut le dire, c'est ce que suggère Thucydide, la naissance de l'impérialisme, qui là encore vient d'un choix d'occupation, de mise en valeur du territoire opposé. Donc ne serait-ce que pour cela, et alors évidemment, l'opposition, qui est une des positions, un des fondements créateurs de la géopolitique, l'opposition entre la mer et la terre, évidemment, c'est toute la guerre du Péloponnèse. Donc pour moi, si on veut vraiment remonter aux origines de la géopolitique, il faut remonter aux Grecs, à Thucydide, mais allons plus loin, à l'Iliade. Il y a une géopolitique de l'Olympe. Les dieux ont chacun un territoire qui leur appartient en propre, sur lequel ils s'appuient, qui définit leurs qualités, leurs défauts, la mer, les enfers, donc le sous-sol, la terre, ils ont leurs moyens de lutte particuliers, la séduction chez Vénus, la force brute et même brutale et même un peu abrutie chez Arès. Quand je dis Vénus, Aphrodite, bien sûr, restons dans le langage d'Homère. Voilà, Nye, avec le soft et le hard power, vous le voyez, n'a pas obligatoirement inventé tant de choses que cela. Alors, ce qui les distingue paraît assez évident, mais ce qui me semble frappant, c'est d'abord ce qui les réunit. Elles sont beaucoup plus proches qu'on pourrait le croire, au moins dans un premier temps. D'abord parce que ce sont deux écoles qui se développent à peu près à la même époque, fin 19e, début 20e siècle, première moitié du 20e siècle, jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale, si on évoque Spikman, donc qui se développent un peu parallèlement. Deuxièmement, elles attribuent toutes deux la même importance au Heartland, c'est-à-dire au cœur de l'Eurasie,
Et simplement, elles se séparent pour savoir qui contrôle le monde. Est-ce celui qui contrôle le Heartland? Est-ce celui qui contrôle les océans? Est-ce celui, ce sera l'apport de Spykman, même si les travaux d'Olivier Zajac montrent que c'est moins une idée de Spykman qu'une idée qu'il a reprise à d'autres auteurs, et qui en plus est intervenu très tardivement dans son œuvre. Ou est-ce que c'est le Rhineland, c'est-à-dire le littoral du continent eurasiatique, qui est réellement décisif, qui permet de contrôler le monde. Bon, voilà, il y a évidemment ce débat sur comment dire, la façon de contrôler le monde, mais il y a la même insistance sur le rôle essentiel, encore une fois, du Heartland, et l'opposition entre les puissances maritimes et les puissances continentales. Donc elle me semble en fait beaucoup plus proche qu'on ne pourrait le croire sur ces points. J'ajouterai un élément, elles sont toutes deux très systématisantes. Alors, je sais bien sûr que je réduis moi-même un peu la géopolitique anglo-saxonne, je dirais traditionnelle, hein, je parle moins des auteurs actuels, quoique quand on voit des Kaplan ou des Kagan, ils sont tout à fait dans l'héritage de cette géopolitique américaine du début du siècle. Mais je sais que je simplifie beaucoup, je sais qu'il y a bien sûr chez Ratzel une beaucoup plus grande richesse de concepts, à commencer par le concept d'espace de vie, hein, non pas espace vital comme on traduit souvent les Benstrom, mais espace de vie, qui est un concept extrêmement riche aussi et qui est tout à fait différent de l'opposition terre-mer. Enfin, très souvent, effectivement, la réflexion se réduit ou se ramène à ce couple, au risque de faire disparaître beaucoup de couples de la géopolitique qu'à nouveau, nous y revenons, les Grecs avaient pressenti. Oui, il y a une école géopolitique française et sa principale caractéristique, c'est qu'elle est française. Donc d'abord, il n'y a pas cette impression d'une unité de réflexion, d'une école à en parler aussi disciplinée, entre guillemets bien sûr, que l'école allemande ou que l'école anglo-saxonne. C'est des personnalités qui évoluent à gauche et à droite. Deuxième élément, elle met plus que les autres l'accent sur l'État-nation. Et il est frappant de voir comment tous les grands géopoliticiens français se sont très tôt, ou avec le temps et avec l'âge, ralliés à l'importance de l'État-nation, et en fait se sont tous réclamés d'un certain patriotisme, pour ne pas dire d'un certain nationalisme. Je pense à l'évolution de gens comme Lacoste, de gens comme Braudel, sans parler évidemment des premiers géopoliticiens français, des Vidal de Lablache, dont Lacoste fait pour son ouvrage La France de l'Est le premier véritable géopoliticien français, même s'il était beaucoup plus un géographe bien sûr qu'un géopoliticien, mais il voit dans La France de l'Est le premier véritable ouvrage de géopolitique français. Bon, il y a évidemment Ancel, qui est l'un des plus riches et des plus intéressants. Bon, tous mettent l'accent sur l'État-nation. Et du coup, tous réfléchissent, Ancel en particulier, beaucoup sur la notion de frontière, une notion qui est assez absente en fait des réflexions des anglo-saxons par exemple. Eux mettent énormément l'accent sur la notion de frontière, de la borne de l'État-nation, ce qui revient aussi à mettre un peu l'accent sur la borne de la puissance, alors que les géopolitiques allemandes et anglo-saxonnes se posent la question de la domination mondiale. La géopolitique française se pose la question de la borne auto-acceptée et auto-choisie de la puissance et de la domination. Ça me semble être un compliment que l'on peut faire à la géopolitique française. J'ajouterai d'autres points qui est, en tout cas pour la géopolitique française moderne, qu'elle est très méfiante à l'égard du déterminisme. Ça, Yves Lacoste a fait beaucoup de choses en ce sens et a beaucoup contribué à valoriser cela. Assez méfiante à l'égard des simplifications. Déjà, Jacques Ancel critiquait beaucoup ce qui lui apparaissait le simplisme de l'école allemande, sans parler bien sûr des arrière-pensées politiques de la géopolitique allemande, qui avait pour but, entre autres, de justifier l'expansionnisme allemand. Donc voilà, il y a aussi cette dimension c'est une originalité, c'est à la fois une géopolitique qui part de la géographie, plus que d'autres,
Beaucoup des hommes que nous avons cités sont des géographes, à commencer par Yves Lacoste qui a réhabilité la géopolitique en France, ce sont des géographes de formation, donc ce sont à la fois des géographes, et c'est en même temps des géographes qui nous enseignent à ne pas être prisonniers de la géographie, et qui nous enseignent à, à ne pas être déterminisme, à voir le poids du milieu bien sûr, mais à ne pas le surinterpréter comme justement l'opposition simpliste entre terre et mer, qui définirait non seulement de lieux, mais aussi de systèmes de pensée, de types de société, de types d'organisation. Bon, il y a une part de vrai bien sûr, mais il y a évidemment une part de simplification dans une telle analyse. Donc voilà, elle est française, elle est mesurée, elle met l'accent sur le rôle de l'État-nation, elle est éparpillée. Elle est française et peut-être même gauloise de ce point de vue-là. Bien évidemment, tous les géopoliticiens qu'on a étudiés sont passionnants. Il y a, doit-on parler de géopoliticiens, encore une fois, bon, un homme comme Spengler ou Toynbee m'ont beaucoup influencé. Je les ai lus très jeunes et ça m'a beaucoup marqué, je trouvais ça absolument passionnant. Avant là encore, avec le temps de me dire qu'il y avait peut-être dans l'analyse de Spengler, c'est très séduisant hein, bien sûr, la courbe des civilisations qui croissent, etc., puis qui déclinent. Bon, c'est évidemment très séduisant, c'est très bien argumenté, avec une culture absolument exceptionnelle, et puis en même temps, quand on réfléchit un peu, on se dit que c'est peut-être un petit peu simplificateur, et même énormément simplificateur. Mais ça, quand on a 16 ans ou 17 ans, on s'en rend pas tout à fait compte. C'est avec le temps que ça réfléchit. Non, quelqu'un que j'ai lu à peu près, d'ailleurs à la même époque, hein, même avant, qui pour moi reste la source d'inspiration principale, c'est à nouveau Thucydide, et plus généralement les Grecs. Il me semble que ce sont eux déjà qui ont commencé par élaborer les couples qui sont les couples fondateurs de la géopolitique, des relations internationales et géopolitiques, le couple paix-guerre et la distinction précise entre le temps de paix et le temps de guerre, ce qui n'était pas si net que cela autrefois, le couple ami-ennemi, le couple terre-mer bien sûr, on l'a vu, le couple ruse-force, pensez à l'Odyssée à nouveau, ou plutôt à l'Iliade, avec Achille et Odysseus, la ruse, la métisse, hein, l'action raisonnée hein, et calculée, le calcul. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve plus ou moins aujourd'hui, même si je trouve qu'il est un peu dommage que le couple terre-mer, encore une fois, est dans les premiers temps de la géopolitique, un peu tout écrasé. Et même si je trouve que cette forme de pensée duale, qui est fondamentalement occidentale, qui nous vient en fait de Socrate et de Platon, la dialectique, hein, le dialogue, donc cette forme de pensée duale souffre d'une limite, c'est justement le problème de l'entre-deux. Elle ne montre pas très bien, ou elle ne se pose pas réellement la question de ce qu'est un statut qui n'est pas tout à fait celui de la guerre et de la paix. Hein, on l'a expérimenté par exemple avec la guerre froide. Hein, est-ce de la guerre, est-ce de la paix? Ce qu'est un statut qui n'est pas tout à fait celui d'ami ou d'ennemi, la notion de proche par exemple. Pensons, là c'est une œuvre qui m'a beaucoup marqué, une des œuvres qui m'a beaucoup marqué, c'est la grande stratégie de l'Empire byzantin de Luttwak. Et la façon dont les Byzantins ont su, alors que l'Empire était faible, en tout cas militairement, ont su survivre pendant un millier d'années. Hein, c'est quand même assez extraordinaire, après la chute de Rome. Et ceci grâce à une stratégie profondément originale, décalage Luttwak, différentes choses, mais à une stratégie profondément originale, qui est d'utiliser l'ennemi lointain contre l'ennemi proche. Donc voilà, la notion de proche, opposé ami-ennemi, est évidemment simplificateur. Il y a l'ami proche et l'ami lointain, il y a l'ennemi proche et l'ennemi lointain, il y a le proche, qui est peut-être un concept différent, une notion différente. Voilà, je pense que de ce point de vue-là, il y a aussi quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui n'est pas un géopoliticien nouveau, mais qui est un stratège évidemment, qui nous montre une autre façon de penser, qui est Sun Tzu. C'est en Asie qu'il faut aller chercher pour avoir des pensées peut-être qui dépassent l'affrontement purement et simplement de deux concepts et qui permettent donc voilà, de s'interroger sur les interactions entre ces concepts, la façon dont ils se modifient, la façon dont le yin devient le yang, etc. N'épiloguons pas là-dessus. Mais voilà. Alors, donc, Thucydide,
pour répondre à nouveau, pour toutes les raisons que j'ai exposées, les Grecs en général, les Grecs qui ont eu la vertu justement de commencer à effeuiller, si vous me pardonnez cette image, effeuiller les concepts de la géopolitique, sans les préciser de façon trop rigoureuse. C'est le temps de la découverte, c'est le temps, encore une fois, de l'effeuillage, alors qu'avec la géopolitique allemande, on aura l'époque du viol des concepts. Voilà, c'est deux façons de concevoir le monde. Les notions clés de la géopolitique, c'est assez simple. Notions clés de la géographie. Bon, par exemple, la notion de territoire, essentielle en géographie, est essentielle aussi en géopolitique. Ces notions clés de la politique, notion de pouvoir, la notion de souveraineté, la notion de représentation, la notion de domination. Et c'est les notions clés, en plus, j'y ajouterais, en matière de stratégie, les notions d'offensive, de défensive, de points clés de l'espace, etc. Et surtout, c'est évidemment les notions qui permettent d'associer les trois. Par exemple, une notion importante, me semble être, sur laquelle il n'y a pas eu énormément de réflexions, Émeric Choprade a réfléchi un peu là-dessus, mais il n'y a pas eu énormément de réflexions sur ce point, c'est la notion de point fort de l'espace. Alors évidemment, c'est une notion, quels sont les points qu'il faut absolument contrôler pour contrôler un territoire et contrôler un espace. Alors évidemment, c'est une notion qui est toujours un peu dangereuse. Je pense à l'émission bien faite par ailleurs, Carte sur table, qui, comment dire, commence toujours, quel que soit le pays ou la zone analysée, par « nous sommes ici dans un territoire qui est absolument essentiel pour l'équilibre mondial, pour telle ou telle raison, qui est ouvert ». Ben oui, évidemment, tous les territoires sur un cercle, hein, tous les points sont reliés de cette façon à tous les autres et sont ouverts dans toutes les directions, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc voilà, il faut se méfier de cette notion de point fort, ne pas la banaliser au point de faire de tout des points forts, mais en tout cas réfléchir à cette notion qui associe la dimension géographique et qu'elle associe la dimension stratégique, me semble extrêmement important. Parmi voilà, c'est les concepts qui permettent de relier ces trois types de notions qui me semblent spécialement intéressants. Le territoire, la notion est évidemment très simple, la définition géographique est très simple, il y a une définition, hein. Là on est presque, c'est presque la même chose que le droit ou l'économie, il y a des tas de cas où les définitions sont changeantes, muables. Le territoire, c'est une portion d'espace occupée, mise en valeur et conçue par une communauté. Alors, ça joue à tous les niveaux, hein. Il y a un territoire, des mines du nord de la France, conçues, occupées, mises en valeur par les mineurs du Nord, et un peu aussi les entreprises charbonnières en l'occurrence, mais beaucoup par les mineurs. Et puis le territoire par excellence, dans notre monde, encore une fois, c'est le territoire national. Je dis bien dans notre monde, parce qu'il y a eu d'autres formes d'organisation politique dans le passé, hein, qui, là encore, peuvent revenir un jour, qui n'ont pas totalement disparu. On pense à la cité-État. Bon, il y en a très peu encore aujourd'hui, mais enfin, Singapour existe, hein, et ne se porte pas si mal que cela. On pense aux empires. Bon, les empires, dernier grand empire, l'URSS, a disparu, à moins qu'on admette que les États-Unis sont aussi un empire, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais la forme de l'empire, la forme politique de l'empire peut apparaître. Donc aujourd'hui, le territoire essentiel, c'est le territoire national. Et la frontière, ben, c'est la limite, bien sûr, entre deux territoires. Une frontière qui est, comme le dit Jacques Ancel, entre autres, hein, qui est le résultat d'un équilibre des forces en un point donné. Hein, on a des forces nationales qui, dans le passé, encore aujourd'hui éventuellement, rivalisent pour étendre leur territoire, et puis il y a un moment où cela se stabilise. Yves Lacoste, dans un numéro de Conflit, d'ailleurs, avait fait une interview sur la notion de frontières chaudes et frontières froides, qui semble assez intéressante, parce qu'elle indique que certaines frontières semblent froides aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles semblent acceptées par tous. On voit mal qui, demain, irait remettre en question la frontière entre la France et l'Allemagne, alors qu'il y a des frontières chaudes, qui font l'objet de conflits, parfois même de véritables affrontements. Mais Lacoste nous rappelle, à juste titre, qu'un volcan n'est jamais définitivement éteint.
Le volcan peut toujours revenir en éruption. Une frontière froide peut éventuellement redevenir une frontière chaude. Douloureuse pour moi, parce que vous allez me forcer à critiquer l'empereur et quand même un des personnages les plus extraordinaires de l'histoire de France et de l'histoire mondiale. Mais voilà, je dois la vérité plus qu'à César, et cette formule me paraît fausse pour 3 raisons. D'abord parce que la géographie n'est pas si simple. Corse, Napoléon aurait pu savoir que la Corse est une île et une montagne. Et qu'en fait, entre ces 2 caractéristiques géographiques, il se trouve que, pour des raisons multiples, la dimension montagne l'a probablement emporté sur la dimension insulaire, la principale caractéristique étant les invasions régulières venues de Méditerranée par les pirates, par les barbaresques, par tout ce que l'on veut, qui ont amené la population à se replier sur la montagne, et la Corse est devenue beaucoup plus une montagne refuge, on pourrait dire la même chose pour la Sicile, pour la Sardaigne, qu'elle n'a été une île rayonnant en direction du reste du bassin méditerranéen. Donc la géographie, c'est pas si simple que ça, et il n'y a pas une géographie pour une nation. Deuxième élément, la géographie change. À l'est de la France, on a eu, selon les époques, une masse de petits États éparpillés. J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en a plusieurs. A dit, on ne sait pas très bien qui, on l'attribue à Richelieu, on l'attribue à Mauriac surtout, c'est sans doute le plus probable, mais enfin bon. Donc voilà. Puis, avec le temps, on a eu des empires puissants, et surtout bien sûr l'empire allemand unifié et expansionniste derrière le pouvoir prussien. Puis, on a eu une RFA, une Allemagne mutilée, divisée, affaiblie. On a à nouveau une Allemagne réunifiée, qui semble renouer avec une certaine dose d'arrogance du passé. Voilà, la géographie change tout simplement, et du coup la géopolitique française, par rapport à cette extérieure, à cette frontière du Rhin, tout à fait essentielle pour elle, n'a pu que changer au cours des différentes époques. Enfin, la géographie n'est pas toujours si déterminante que cela. On a un exemple remarquable qui est celui de la Chine, dotée d'une très grande façade maritime, qui, à diverses reprises de son histoire, a fermé la porte de cette façade maritime, s'est fermé au monde maritime. On pense bien sûr au XVe siècle, quand les expéditions de l'amiral Zengai ont été interdites par l'empereur sous l'influence des mandarins confucéistes. On pense à l'époque de Mao Tse-tung. Ensuite, en tout cas la première période de l'époque de Mao Tse-tung jusqu'à la fin des années 60, l'essentiel, disons, de la direction de la Chine par Mao Tse-tung. Voilà. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout, et là je m'inspire évidemment d'Yves Lacoste, tout est affaire de représentation. Je dirais qu'un pays ne fait pas la politique de sa géographie, il fait la politique de la représentation qu'il a de sa géographie. Et cette représentation, encore une fois, suppose une construction. Les Corses se voient probablement plus comme une montagne que comme une île. En tout cas, sont vus à certains moments dans leur histoire plus comme les habitants d'une montagne que les habitants d'une île. Cette représentation se modifie à nouveau en fonction des idéologies au pouvoir, des intérêts de ceux qui sont au pouvoir. Les mandarins confucéens imposent et ont une conception du monde très conservatrice, avec la Chine au cœur d'un ensemble circulaire, d'une série de cercles, dont le premier sont les barbares cuits, comme l'on dit, comme ils disent, qui doivent verser tribut, etc., et qui sont à peu près fréquentables. Et au-delà, il y a les barbares crus, qui sont absolument pas civilisés, avec lesquels il n'y a rien à faire, parce qu'il n'y a aucun intérêt à retirer de ces relations avec des gens incultes, brutaux, déstabilisateurs. Voilà, donc cette vision s'impose à un moment donné par rapport à la vision des militaires, qui sont, chose amusante d'ailleurs, souvent des eunuques.
dans la Chine de l'époque. C'est cette représentation qui s'impose, et donc la Chine voit sa géographie littéralement autrement, se représente sa géographie autrement, comme un cœur développé, civilisé, au centre d'une série de cercles qui sont de moins en moins civilisés et de moins en moins intéressants au fur et à mesure qu'on s'éloigne du cœur. Elle se représente son territoire ainsi, et sa géopolitique change du jour au lendemain. Tout dépend de ce que vous entendez, de ce qu'on entend par la notion d'une unité géopolitique. Bon, a priori, pour moi, une unité géopolitique, c'est un ensemble organisé, cohérent, et je dirais que du coup, le principal élément fondateur d'un ensemble géopolitique, il est dans aucune, pardonnez-moi, des formules que vous avez utilisées, il est avant tout politique. C'est avant tout un pouvoir qui fonde, et un pouvoir accepté, qui fonde l'unité géopolitique d'un ensemble. Maintenant, si vous entendez par le terme unité géopolitique plutôt la notion d'ensemble, partageant un certain nombre de points de vue, d'intérêts, d'alliances éventuellement, bon, alors à ce moment-là, ben, c'est tous ces critères-là, selon le type d'unité d'ensemble qu'on analyse. Si on parle de l'Église catholique, c'est évidemment le facteur religieux qui est important, quoique l'élément de pouvoir n'est pas du tout négligeable au sein d'une Église qui est monarchique, dans son mode de fonctionnement. Si vous parlez, je ne sais pas moi, de l'ALENA, évidemment, c'est les éléments économiques, même s'ils ne sont pas seuls déterminants, mais les éléments économiques qui vont être capitaux, essentiels. Si vous parlez du MENA, à nouveau, les éléments religieux et civilisationnels vont être essentiels. Voilà, je dirais que la grille de lecture se modifie selon le type d'acteur qu'on analyse. Mais si on prend les acteurs les plus cohérents, hein, et les plus organisés, qui sont aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les États-nations, c'est le politique qui fonde d'abord la réalité d'un État-nation. Je suis là encore l'héritier de la géopolitique française, et je pense que fondamentalement c'est l'État qui fait la nation et qui fait la cohérence de la nation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui existe avant la formation de l'État-nation qui puisse permettre cette émergence. Il y a évidemment un certain nombre de points communs qui permettent que des peuples soient rassemblés sous la même houlette, hein, mais fondamentalement c'est quand ils sont rassemblés sous la même houlette qu'ils forment un ensemble réellement cohérent. Avant de dire quelles en sont les limites, je dirais quelle en est l'utilité et la pertinence. C'est évident que nous sommes dans un monde où les réalités économiques ont pris une importance croissante. Elles l'ont toujours eu. Mais c'est économie stupide. Hein. Les résultats électoraux, par exemple, dépendent très souvent, entre autres, de la situation économique du pays, du sentiment que les dirigeants l'ont amélioré ou pas amélioré, qui peuvent se produire. Donc l'économie a pris une place déterminante. Elle a pris une place déterminante, entre autres, parce qu'il y a des puissances économiques. Je pense bien sûr aux multinationales, je pense peut-être même encore plus aux banques multinationales qu'aux firmes multinationales ou transnationales. Il y a des puissances économiques qui se sont affirmées avec le temps, et principalement depuis le XIXe siècle, depuis la montée des grandes entreprises, puis des très grandes entreprises modernes, qui peuvent effectivement détenir un pouvoir réel. Donc il est légitime de prendre en compte la dimension économique, et justement je trouve un peu étonnant qu'au début du siècle, on n'ait pas toujours vu simplement cette dimension. C'est une dimension qui est devenue absolument essentielle. Elle l'est d'autant plus, et elle l'est surtout, parce que, en tout cas dans les pays occidentaux, c'est pas le cas dans tous les pays, mais quand même dans beaucoup de pays, la tendance liée à la mondialisation est à une sorte de désarmement des États
face à ces puissances, à ces pouvoirs de l'argent, pourrait-on dire, pour employer une formule bien banale et bien moralisante, face à ces pouvoirs économiques et à ces puissances économiques. Autrefois, plus ou moins enfermés dans la cage de l'État-nation avec des frontières relativement fortes, eh bien, il se trouve que l'État-nation a ouvert les portes de la cage et l'oiseau s'est en partie envolé. Donc il est tout à fait légitime de voir cette dimension des choses. Par ailleurs, il y a une autre raison qui amène à mettre l'accent sur la dimension économique, c'est la notion de moyens de la puissance politique et de capacité de la puissance politique tout simplement à financer ces projets. Les dépenses militaires sont évidemment considérables. L'importance croissante de la haute technologie dans le matériel militaire l'explique. Donc les dépenses militaires sont évidemment tout à fait considérables. Les dépenses qu'un des pays comme les États-Unis consacre au soft power, comme l'on dit, disons plus généralement, c'est pas tout à fait la même chose que la notion de soft power. Alors leur politique d'influence à travers le monde sont aussi considérables. Pour tout cela, il faut les moyens de les financer, et les moyens sont économiques. On voit bien comment, pendant un temps donné, la hausse des prix du pétrole a fait que tous les pays pétroliers à travers le monde ont pu parler haut et mener des politiques originales et de rupture. Je pense à un pays comme la Russie, bon, bien sûr, mais je pense à un pays comme le Venezuela, entre autres. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Et on voit comment aujourd'hui la même baisse des prix pétroliers fait que ces pays parlent moins haut. Donc il est légitime de prendre en compte la dimension économique. Maintenant, cette dimension économique, il serait absurde d'en faire la seule. Il y a évidemment d'autres dimensions. D'abord, le pouvoir, effectivement, a un pouvoir dans la mesure où il a les moyens de son action, mais aussi, par exemple, dans la mesure où il a... ses moyens ne sont pas seulement, pour mieux m'expliquer, ses moyens ne sont pas seulement économiques, ils sont beaucoup économiques, mais ils tiennent aussi à la cohésion de la nation derrière lui. Encore faut-il, pour mener une action, qu'elle ne soit pas entravée en permanence par des lobbies, des groupes d'intérêt, des communautés diverses qui vont tirer à hue et à dia et empêcher cette action de se mener. Alors là, évidemment, ce qui est aujourd'hui un affaiblissement de la Russie, à savoir la baisse du prix du pétrole, est compensé par ce qui semble être, si on en croit tous les sondages, une grande cohésion de la nation russe derrière ses dirigeants et en partie derrière Vladimir Poutine. Donc voilà, il serait idiot de croire que la seule base du pouvoir et de la puissance est l'économie. C'est une base essentielle, c'est une base qui a probablement pris plus d'importance à cause des dépenses qu'il faut engager, mais il y en a bien d'autres. Il y a encore une fois la cohésion sociale, il y a éventuellement l'idéologie. Dans la puissance américaine, par exemple, toute une partie du pouvoir de séduction américain vient du pouvoir de séduction, du modèle américain et des valeurs américaines à travers le monde. Donc il y a aussi l'idéologie, il peut y avoir la religion. On s'étonne toujours du fait que des gens soient capables de mettre une ceinture d'explosifs autour du ventre pour aller se faire exploser n'importe où. Si c'était dans le désert, ce serait mieux, au passage. Mais enfin, malheureusement, ils ont la lucidité de ne pas faire cela dans le désert. Voilà, il y a une force, évidemment, de la religion qui est aussi pour certains types de pouvoir, pour le pouvoir religieux, qui est aussi quelque chose de remarquable, et d'ailleurs au passage que nous avons énormément de mal à comprendre. C'est le grand mérite du dernier ouvrage de Chaliand, Pourquoi l'Occident perd les guerres, de nous montrer que la cause principale de la défaite de l'Occident, c'est que en un moment où dans nos pays, on ne cesse de vanter les mérites de l'autre, de dire qu'il faut être ouvert à l'autre, qu'il faut accueillir l'autre. Voilà, que l'altérité est devenue une vertu exceptionnelle. On ne comprenne absolument plus les autres, et on ne comprenne pas que des gens, encore une fois, soient capables d'aller se faire tuer pour une religion. Voilà, on vante l'autre, mais on ne les comprend absolument plus. On ne le comprend absolument plus, et du coup, évidemment, on est désarmé face à son action. Alors, l'économie, il faut évidemment la prendre comme une dimension importante. Ce n'est pas la seule dimension qui soutient le pouvoir et qui donne les moyens à un pouvoir d'agir. Et puis, je l'ai indiqué aussi, une des raisons qui fait que l'économie a pris ce poids, c'est que les États se sont partiellement désarmés sous le coup, justement, d'une idéologie libérale venue des États-Unis. Bon,
est-ce que ce mouvement sera éternel ou est-ce qu'il ne peut pas y avoir un retour en arrière? Je ne sais pas si le terme de retour en arrière est bon, mais une révision de cette orientation, nous verrons bien. Deux questions différentes. D'abord, les principales forces, je crois que vous avez tout évoqué dans vos questions antérieures. Il y a les forces économiques, les multinationales, les banques ou les entreprises multinationales ou transnationales, selon les termes que l'on veut adopter, qui ne sont pas si différents que cela. Il y a les forces politiques, bien sûr, qui sont pour l'essentiel constituées par les États-nations. Il y a les religions, dont on redécouvre toute l'importance, entre autres, à cause de l'islam, mais pas seulement, et puis de l'ouvrage de Huntington, Le clash des civilisations, ces civilisations étant assez largement identifiées à des religions dominantes, ce qui se comprend d'ailleurs, parce que c'est la religion qui a longtemps été tout à fait essentielle dans la définition des États, des nations, des communautés, et qui a forgé les concepts sur lesquels nous vivons encore, même si la France est un pays très largement déchristianisé, les notions sur lesquelles nous vivons encore ont été forgées il y a bien longtemps, en une époque où la prégnance de l'Église catholique était absolument essentielle. Donc il y a les forces religieuses, il y a de plus en plus important, il y a évidemment les diasporas de toutes sortes, il y a les mafias qui jouent un rôle peut-être moins pour la domination mondiale, mais qui quand même interviennent très largement. On le voit entre autres dans tout ce qui est le recyclage d'une partie de l'argent, d'une partie des flux financiers. On a les organisations non gouvernementales qui ont pris un poids considérable, et je dirais au-delà des organisations non gouvernementales, et en liaison avec elles, il y a l'opinion mondiale qui est devenue un facteur tout à fait essentiel. Bien, donc voilà, on a énuméré, je pense, l'essentiel. Il y a bien sûr les organisations gouvernementales internationales, du genre de l'ONU, du FMI, etc., qui bien sûr ont aussi un pouvoir considérable. Voilà, les forces, elles sont très nombreuses, elles sont multiples, elles agissent tous et il faut toutes les prendre en considération. Cela dit, je pense que c'est l'État-nation qui conserve l'essentiel de la puissance, et en tout cas qui peut réellement exercer la puissance, pour plusieurs raisons. La première raison qui me semble la plus importante, c'est la légitimité. L'État-nation repose dans son existence même sur une forme de légitimité. Dans la plupart des pays développés que nous connaissons, en France en particulier, cette légitimité vient de l'élection démocratique. Donc c'est le scrutin populaire qui accorde cette légitimité. Dans d'autres pays, les choses sont plus complexes, ce qu'on appelle parfois les démocratures, comme la Russie, où, dit-on, les élections sont un peu sous contrôle, où la liberté d'expression et de la presse n'est pas aussi grande que dans nos pays, et même beaucoup plus limitée. Mais il y a quand même une forme de soutien de la population qui se manifeste à travers les sondages, à travers malgré tout les résultats électoraux, qu'il ne faut pas nier. Et puis le cas de pays comme la Chine, où la légitimité s'appuie non pas sur des scrutins libres, puisqu'il n'y a pas de possibilité de candidature d'opposition, sauf parfois au niveau municipal, mais pas au niveau national, puisque le parti communiste continue à être le seul parti unique, plus vraiment communiste, mais unique sans aucun doute, et dominant. Mais la légitimité, là, vient des résultats du régime, mais du fait que l'immense majorité des Chinois considèrent que son sort s'est amélioré de façon invraisemblable depuis une trentaine d'années, et surtout même depuis une quinzaine d'années, depuis donc que le Parti communiste chinois n'est plus communiste en un mot. Donc voilà, il y a cette légitimité, et là, aucune des autres forces dont nous avons parlé ne peut prétendre à une légitimité comparable. Alors, il y a une légitimité, bien sûr, pour les religions. Mais je dirais que c'est la seule pour lesquelles il y a réellement une forme de légitimité très forte, en tout cas auprès des membres de cette religion. Mais elle ne concerne évidemment que les membres de cette religion, cela va de soi. Dans le cas de l'islam, où les choses sont le plus nettes, on voit bien qu'elle est battue en brèche en permanence par les scissions au sein de l'islam, par la façon dont, c'est une vérité, Daesh s'attaque aux autres musulmans, à d'autres musulmans considérés comme mécréants
hein, plutôt même qu'à des ennemis de l'islam ou à des membres d'autres religions. Donc il y a une sorte de faiblesse quand même du pouvoir religieux de ce point de vue-là. Bon. Mais je dirais que dans le cas de l'islam, on n'est pas loin d'une logique et d'une légitimité comme celle de l'État-nation. Mais évidemment, on n'a absolument pas cela pour les mafias, n'en parlons pas. On n'a absolument pas ça. Il y a une forme d'adhésion, bien sûr, hein, des membres, mais on ne peut pas prétendre à une légitimité qui transcende les quelques membres de l'organisation mafieuse. On n'a pas la même chose pour les firmes multinationales, qui au contraire sont l'objet d'une contestation permanente, légitime ou non, en ce qui concerne leur action. On n'a pas la même chose pour les ONG. Alors on pourrait dire que les ONG, il y a une forme de légitimité, elles se réclament des droits de l'homme, etc. C'est pas faux. Hein. Mais il leur manque quand même quelque chose de tout à fait essentiel, c'est un fonctionnement démocratique. Car très souvent, ces ONG ont un fonctionnement plus que opaque. Il leur manque une légitimité qui vienne de la part de leurs membres et qui vienne de la part de la société civile en général, qui a décidé que Greenpeace allait être le représentant de telle ou telle cause à travers le monde. Qui l'a décidé? Sinon les dirigeants de Greenpeace. Et puis surtout, il y a un troisième élément qui sont les liens opaques des ONG avec les pouvoirs politiques, qui infiltrent éventuellement des agents, qui les utilisent en fonction de leurs intérêts politiques ou économiques. Donc voilà. Donc l'État-nation, de par le phénomène du vote, me semble être celui qui est le plus à même d'avoir la légitimité d'agir à travers le monde. Ça ne veut pas dire que les autres ne l'ont pas partiellement, mais c'est l'État-nation, me semble-t-il, qui l'a le plus nettement de tous les autres. Or, pour être puissant, hein, il ne suffit pas d'être fort. Rousseau nous l'apprend dès le début du contrat social. Hein. La force change, donc le pouvoir ne peut pas s'appuyer simplement sur la force. Pour exercer la puissance, il faut être légitime. L'État-nation l'est globalement. C'est tout le rapport entre le matériel et l'immatériel. L'idée globalement dominante chez beaucoup d'analystes étant que nous allons vers un monde de plus en plus dématérialisé, où la puissance n'est plus justement dans ce qui est territorialisé, mais est de plus en plus dans ce que l'on appelle les réseaux. Enfin, c'est les territoires contre les réseaux. Et les territoires aujourd'hui seraient littéralement, dans la mesure entre autres où ils ont ouvert très largement les frontières, seraient littéralement enserrés dans une toile de fils de réseaux différents qui seraient posés sur les territoires et qui s'imposeraient à eux. Les flux justement commerciaux animés par, pas seulement, mais principalement par les firmes multinationales, les flux financiers animés par les banques multinationales, les flux d'idées animés par les religions, par les ONG, voilà. On serait dans un monde de plus en plus, même ne vont pas évoquer parmi les acteurs, à côté de mafia, il y a les groupes terroristes. Hein. Donc les groupes terroristes organisés de plus en plus comme un réseau, nous dit-on, dans le cas d'Al-Qaïda, voilà, c'est la lutte, si l'on peut dire, des réseaux et des territoires, une lutte dans laquelle les réseaux, ça serait ringard, les territoires, pardon, seraient ringards, ça serait terminé, ça serait le paysan avec les sabots dans la glaise, hein, alors que la modernité, ça serait les messages d'amour qui volent à travers la planète, ou de haine éventuellement, les flux de communication à travers Internet, les envois d'argent en une seconde et de centaines de milliards d'euros en une seconde par des systèmes télématiques d'un bout de la planète au reste du monde, etc. Et les territoires auraient perdu toute signification de ce point de vue-là. Ils seraient condamnés peu à peu à s'uniformiser, à se banaliser, à disparaître à disparaître en tant que territoire, au profit de ces flux mondiaux, entre autres.
On oublie toujours que l'immatériel a besoin du matériel. On oublie que le terroriste a besoin de planques pour s'abriter avant de commettre ses délits. Il a besoin d'endroits éventuellement pour se former, pour s'abriter. Ce qu'avait compris au départ Al-Qaïda et Ben Laden en créant une sorte de base arrière en Afghanistan, où ils pouvaient tranquillement, où les terroristes pouvaient tranquillement se reposer, s'entraîner, se former, recruter de nouveaux membres, etc. C'est ce qu'a compris aujourd'hui l'État islamique, qui revient à une notion territorialisée de son action. Alors, bien sûr, les terroristes partent de l'État islamique vers le monde entier, mais en l'occurrence, il y a une base à partir de laquelle on peut mener justement toutes ces opérations. De la même façon, on nous parle en permanence d'Internet qui annulerait le territoire réel, l'espace réel, l'espace physique, mais on oublie qu'un ordinateur doit être posé quelque part. Il ne vole pas en l'air, il est posé sur un bureau. Il y a par ailleurs toute une infrastructure physique du web qui est extrêmement importante, avec les serveurs racines, avec les câbles de communication, etc., qui peut être du coup sensible à l'action des puissances territoriales. Je pense à quelque chose de très simple, la façon dont la NSA peut poser sur les câbles qui relient donc les centres de communication mondiaux, peut poser des systèmes d'écoute, et pose, non seulement peut poser, dans la mesure où elle le fait, pose des systèmes d'écoute qui permettent au gouvernement américain, à l'État américain, d'être aussi bien informé que possible, à supposer que ce soit une bonne façon de s'informer, mais théoriquement aussi bien informé que possible de toutes les menaces qui peuvent peser sur lui. Donc, le monde matériel, il n'est absolument pas aboli par cette multiplication des réseaux. Et du coup, nous en revenons à les mêmes idées. Celui qui contrôle les territoires garde un atout décisif par rapport au flux. Il peut l'avoir, alors il peut, encore une fois, c'est ce à quoi nous avons assisté récemment, il peut cesser le contrôle de ces flux, il peut renoncer à contrôler ces flux, mais s'il veut les contrôler, il peut toujours les contrôler. Nous sommes dans une époque où effectivement les États-nations ont renoncé à toute une partie du contrôle des flux, en même temps qu'ils renonçaient évidemment au contrôle des frontières, ou qu'elles réduisaient très fortement le contrôle des frontières. Il n'y a aucune obligation à ce que cela se perpétue indéfiniment. Les États-Unis ont renoncé presque officiellement à leur isolationnisme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lors de la création de l'OTAN, c'est-à-dire la première alliance permanente établie avec d'autres pays. Donc voilà, c'est à la fois ancien, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont derrière eux plus d'un siècle, un siècle et demi d'isolationnisme, étant entendu aussi que cet isolationnisme n'a jamais été total. C'est un isolationnisme par rapport à l'Europe, et encore, pas en matière économique, mais en matière politique, mais interventionnisme massif en Amérique latine, tout au long du XIXe siècle, et en tout cas au début du fin XIXe, début XXe siècle. Donc voilà, l'isolationnisme a toujours été partiel aux États-Unis, il n'y a jamais eu d'isolationnisme total. Donc effectivement, on a le sentiment que le sentiment isolationniste pourrait renaître aux États-Unis. Je vous rappelle que la première campagne de George Bush, en 2000, avait des accents relativement isolationnistes, dans la mesure où il entendait rompre avec l'interventionnisme bien pensant de Clinton, et où il proclamait qu'il fallait s'intéresser aux États-Unis eux-mêmes. On retrouve vraiment des accents et des idées un peu comparables dans le discours de Donald Trump actuellement. Est-ce que cela se traduira en actes? Ça, c'est un autre problème. On a bien vu qu'avec George Bush, ça ne s'était pas traduit en actes. D'abord, parce qu'il y a eu le 11 septembre, et puis ensuite, parce qu'il y a eu l'influence autour de George Bush de tous ceux qu'on désigne sous le terme de néoconservateurs,
qui eux, au contraire, avaient une conception du monde extrêmement simple. Hein, c'était aussi simple que les Chinois, si on peut dire autrefois, mais moins raisonnable. C'était nous et rest of the world, le RAW, hein, qui englobait tout le reste, hein, et dans lequel il fallait à la fois, éventuellement ceux dont il fallait se protéger, mais qu'il fallait surtout rallier aux vertus de nous, hein, de la société et des valeurs américaines. Donc ce courant, il n'a jamais totalement disparu, il est resté extrêmement marginal. Le véritable problème est ailleurs. C'est qu'il serait sage pour les États-Unis de revenir à un certain isolationnisme. Il serait sage. Mais les États-Unis le peuvent-ils? Ils le peuvent difficilement. Et là encore, nous revenons aux Grecs, toujours eux, avec le discours de Périclès, qui explique pourquoi les Athéniens ne peuvent pas faire marche en arrière. Ils ne peuvent pas faire marche en arrière, explique Périclès, tout simplement parce qu'avec leur impérialisme, ils ont provoqué à travers le monde grec tellement de haine, tellement d'hostilité, que s'ils arrêtaient leur marche en avant, leur fuite en avant vers un empire toujours de plus en plus grand et de plus en plus maîtrisé, et parfois avec une extrême violence, hein, les massacres de Mytilène, etc. Bon, la Grèce n'était pas tendre, hein, la Grèce antique, c'est pas seulement des types qui jouent de la lyre, hein, ou qui écoutent Socrate sous un olivier en dissertant sur les mathématiques ou la mort. Hein. Grèce antique est brutale et violente. Et voilà, et Périclès explique qu'ils ont accumulé tellement de haine contre eux que si par hasard ils décidaient d'arrêter d'avancer et décidaient de s'étendre, eh bien à ce moment-là, le monde se retournerait, le monde de l'époque, le monde grec, se retournerait contre eux, et que ce serait l'effondrement total de la cité athénienne. Alors voilà, réfléchissons à cela, réfléchissons au fait que les États-Unis sont dans une sorte de fuite en avant. Hein. Alors, pour cette raison, peut-être d'une hostilité du reste du monde, bon, d'une partie du reste du monde, je dirais. C'est évident que si les États-Unis donnaient l'impression de lâcher pied, les ennemis au Proche-Orient des États-Unis, probablement les BRICS, la Russie, peut-être même un certain nombre de pays latino-américains qui se sentiraient moins tenus par les États-Unis, pourraient en profiter et pourraient échapper à la tutelle américaine totalement, peut-être même vouloir se venger et accentuer une forme de déclin américain. C'est possible. Mais je pense surtout que c'est pour des raisons à nouveau économiques que les États-Unis ne peuvent pas vraiment arrêter cette fuite en avant dans le monde, fuite en avant qui a une raison, entre autres, qui est de financer la dette américaine et de financer la croissance américaine par la maîtrise des flux internationaux de capitaux. Donc les États-Unis ne peuvent pas renoncer, sauf à connaître une crise économique terrible, ne peuvent pas renoncer au contrôle des flux internationaux de capitaux et à la captation d'une partie de ces flux à leur profit. Donc voilà, je ne crois pas beaucoup à la possibilité d'un isolationnisme américain, ce sera la sagesse. D'une certaine façon, le président Obama a donné quelques signes qui vont un peu dans ce sens d'une politique plus sage et plus raisonnable. Mais je ne suis pas sûr que les Américains puissent être sages. Pas seulement des BRICS, hein, de très nombreuses forces. La force des États-Unis, c'est que, comme l'a dit Justin Rey, c'est le véritable empire du milieu aujourd'hui. Ils sont au centre et ils ont des rivaux, des adversaires nombreux, mais ils ont toujours su diviser ces rivaux, et ces rivaux, il faut le dire, ont contribué à cela. Sur un plan économique, la rivalité avec le Japon autrefois, avec l'Europe autrefois et encore maintenant, a quand même été quelque chose d'énorme. Mais ces rivaux économiques étaient dans le camp américain face à la menace communiste, soviétique ou chinoise. L'URSS et la Chine elle-même, communistes, eh bien, se sont divisés, et les Américains ont été, avec un Kissinger extrêmement adroit, à manipuler cette division et à établir, ce que Kissinger appelle lui-même dans son ouvrage de la Chine, à établir une quasi-alliance avec la Chine contre l'URSS, considérée alors comme l'ennemi prioritaire, probablement pas à tort, comme l'ennemi prioritaire. Encore aujourd'hui, on le voit. Les BRICS ne sont pas si unis que cela.
hein. Il y a évidemment tous les contentieux entre l'Inde et la Chine qui sont loin de disparaître quand on voit que lors de la visite du président Modi à Pékin, la télévision chinoise, le jour même où Modi était à Pékin, a diffusé, a illustré ses reportages sur l'avenue de Modi par une carte, comme ça se fait souvent, une carte derrière de l'Inde, sur laquelle étaient rattachés à la Chine les territoires indiens que la Chine réclame, ce qu'elle appelle le Tibet du Sud, qu'elle réclame donc tout à fait au nord-est de l'Inde. Donc voilà, ils étaient coloriés comme la Chine, comme si c'était des territoires chinois. Évidemment, on peut dire qu'avec un climat d'amitié et de profonde compréhension de ce genre, Chine et Inde ont des intérêts communs, c'est clair, mais ils ne sont pas prêts quand même de jouer tout à fait dans le même camp systématiquement. Entre Russie et Chine, les choses semblent beaucoup plus claires. De toute manière, pour une raison très simple, c'est que la Russie aujourd'hui n'a pas le choix. Elle est obligée de se retourner en direction de l'Asie dans la mesure où les portes de l'Occident, de l'Ouest, lui sont radicalement fermées. Donc la Russie n'a pas énormément le choix. Mais c'est évidemment une alliance qui est déséquilibrée, où le grand gagnant est la Chine, et où la Russie est obligée de faire des concessions, par exemple pour vendre son gaz, obtenu un très bel accord avec la Chine, quand même à des prix extrêmement intéressants pour les Chinois. Pour la vente du gaz avec le fameux gazoduc Force de Sibérie. Donc voilà, à un moment ou à un autre, il me semble évident que les Russes s'inquiéteront de cette alliance avec la Chine et ne tiendront pas à une alliance exclusive dans laquelle ils risquent d'être en rapport de faiblesse. Donc en un mot, les rivaux des États-Unis sont nombreux effectivement, mais tant que les États-Unis resteront la principale puissance mondiale, eh bien, ils pourront activer les uns contre les autres. Chacun des rivaux potentiels cherchera à tirer le maximum de ce qu'il peut tirer des États-Unis lui-même. La Chine a évidemment des intérêts économiques très forts aux relations qu'elle entretient avec les États-Unis. Elle en tire ses excédents commerciaux principalement. Donc voilà, je ne vois pas ce bloc capable de se regrouper systématiquement, sauf, c'est vrai, à l'ONU, sur des motions de refus concernant toutes les ingérences américaines qui menacent la souveraineté de tel ou tel pays. Voilà, là, il y aura un bloc relativement solide, que ce bloc soit donc un bloc défensif contre les empiètements des Américains sur la souveraineté de telle ou telle nation, un bloc offensif tentant de grignoter les positions américaines. Ça, honnêtement, je n'y crois pas beaucoup. Bon, l'opposition entre panslavisme et occidentalisme est effectivement bien connue, entre des intellectuels qui regardaient l'Occident et voulaient moderniser la Russie à marche forcée, des intellectuels ou des hommes politiques. De cette façon, Pierre le Grand s'apparentait au courant occidentalisant avant que l'on ne parle des occidentalisants, et puis un courant slavophile qui proclame que la Russie est quelque chose de profondément différent des pays occidentaux, qu'elle a ses propres valeurs, fondées entre autres sur l'orthodoxie, mais pas notamment seulement, et qui du coup doit suivre une marche radicalement différente. On retrouve cette opposition même dans le parti communiste soviétique à ses débuts, le parti bolchevique, avec justement un Lénine qui a emprunté, au sein du mouvement révolutionnaire d'abord, entre les SR, socialistes révolutionnaires, s'apparentait un peu au panslavisme par de nombreux aspects, qui insistait beaucoup sur les vertus propres du peuple russe, le narod russe, et qui pensait que du coup, il n'était pas nécessaire, ce peuple avait conservé un sens du collectif tel qu'il n'était pas nécessaire de passer par la révolution bourgeoise pour construire le socialisme en Russie. Et puis les sociodémocrates qui, pour la plupart, mais pas tous, on va le voir pour la plupart, pensaient qu'il fallait suivre, les mencheviks en particulier, au sein des sociodémocrates, pensaient qu'il fallait suivre la voie de la Révolution française, passer par une révolution bourgeoise, puis peu à peu développer un prolétariat qui permettrait une révolution communiste, qui ne s'était pas évidemment produite en France, ça va de soi, mais voilà, suivre la voie tracée par Marx.
Il se trouve que Lénine, en fait, a été un peu influencé par les deux. Que Lénine a pensé, et Staline l'a repris, qu'on pouvait faire la révolution tout de suite en Russie. Il n'était pas nécessaire de passer par la révolution bourgeoise, ou un temps très court, hein, en février 17, de février à octobre, donc vraiment très court. Et puis Staline, après, pensait qu'on pouvait construire le socialisme dans un seul pays, sans attendre que ça se réalise dans le monde entier, donc c'était une sorte de reconnaissance du rôle particulier de la Russie parmi les nations du monde. C'est là que tout de suite on pouvait faire la révolution, c'est là que tout de suite on pouvait construire le socialisme, donc il y avait une particularité russe. Hein. Et puis Lénine, de la même façon, réhabilitait le rôle des paysans dans la révolution, comme le faisaient les socialistes révolutionnaires. Donc voilà, ce courant, il est ancien, il est complexe, il divise la vie politique russe, y compris en l'occurrence les révolutionnaires russes, et il existe encore aujourd'hui. Moi, ce que je souhaite aux Russes, c'est que ce ne soit aucun des deux qui l'emporte, soit une synthèse des deux, une fusion des deux, que les Russes réussissent à faire un peu comme le Japon du Meiji, une arme russe et une technique occidentale. C'est à ces conditions que la Russie pourra être demain une grande puissance. La reconfiguration de la carte, elle est relativement simple. Hein. Il y a toute une série de forces qui ont intérêt et qui poussent à l'éclatement total du Proche-Orient. Voilà, la tendance actuelle, on le voit en Irak, on le voit en Syrie, on le voit partiellement au Liban, c'est l'éclatement en groupes communautaires et peut-être en petites structures étatiques. Hein, qu'évidemment les grandes puissances aux alentours et les grandes puissances extérieures pourraient plus facilement utiliser, manipuler, dresser les unes contre les autres, ce qui évidemment leur permettrait d'étendre leur influence et de ne pas craindre des menaces. C'est évidemment l'intérêt d'Israël en particulier. C'est l'intérêt, mais là déjà les choses sont plus complexes, partiellement l'intérêt de la Turquie. En tout cas, c'était l'intérêt de la Turquie lors de la première politique d'Erdogan, donc au début des années 2000, en direction des Kurdes, quand l'espoir d'Erdogan était de rallier les Kurdes de Turquie à Istanbul, ou plutôt à Ankara, excusez-moi, donc de les rallier à Ankara, et d'utiliser ces Kurdes turcs pour amener peu à peu à la création d'une sorte de vaste Kurdistan qui aurait été intégré à la Turquie ou lié à la Turquie, etc. Donc quand les Turcs avaient l'espoir que le Kurdistan pourrait être en un mot sous influence turque, bon, cet espoir aujourd'hui a bien disparu. Erdogan a réengagé pour des raisons diverses la guerre civile avec ses propres Turcs. Donc voilà, pour l'instant, la Turquie qui aurait pu être intéressée par cela l'est beaucoup moins, dans la mesure où le risque, à l'inverse pour la Turquie, c'est de perdre ses provinces orientales. L'Iran peut être aussi intéressé à une manœuvre de ce genre, mais là aussi une manière un peu plus complexe, parce qu'elle a elle-même ses propres groupes, propres communautés originales, différentes. Bon, les Kurdes, qui sont assez bien tenus en Iran, mais enfin, bon, quand même, les Kurdes à l'ouest, les Arabes au sud-ouest, hein. Et puis, mais ça c'est un monde différent, les Baloutches au sud-est, c'est peut-être la menace sécessionniste la plus importante pour l'Iran aujourd'hui. Bon. L'Arabie n'a pas tellement intérêt à une reconstruction de ce genre, parce qu'elle est elle-même un État totalement éclaté, hein, entre l'Ouest, l'Est, le Centre, l'Est, hein, disons. Elle n'a aucun intérêt à un éclatement de ce genre. Donc voilà, mais en gros les grandes puissances peuvent penser qu'un cœur du Proche-Orient complètement éclaté, éparpillé en petites puissances, etc., plus personne n'aura les moyens de menacer quiconque. Avec un seul problème, c'est qu'il y a des acteurs autres dans la région, principal acteur en l'occurrence aujourd'hui c'est l'État islamique, et que c'est l'État islamique, s'il n'a en face de lui que des petite principauté éparpillée, pourra étendre son influence considérablement, et là, peut-être que tout le monde sentira le malheur de la disparition, parce que c'est ça qui se joue, la disparition des nations arabes
telle qu'elle s'était constituée après, déjà un peu sous l'influence occidentale, après la Première Guerre mondiale, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc la grande catastrophe, me semble-t-il, du Proche-Orient, c'est la disparition du nationalisme arabe et des nations arabes qui a laissé la place à l'islamisme concrètement. La construction européenne est une construction déjà, je dirais, d'une certaine façon apolitique, au-delà de géopolitique, apolitique, puisqu'on est parti de l'économie pour construire un ensemble de plus en plus cohérent, avec comme intention, évidemment, de la part des pères fondateurs de l'Europe, que ce soit un ensemble à terme politique, fédéral, mais en dissimulant cet objectif autant que possible, de manière à ne pas risquer une réaction de l'opinion. Alors, en plus, effectivement, il y a en Europe une attitude négative à l'égard de la notion de puissance, pour des raisons multiples, qui tiennent d'abord au long sanglot de l'homme blanc, comme disait Pascal Bruckner, à notre repentance permanente pour tout le mal que nous avons fait à travers le monde, ou que nous sommes censés avoir fait à travers le monde. Donc cette repentance permanente, évidemment, fait que la puissance et l'exercice de la puissance est mal vu, et puis aussi parce que, ajoutons-le, la puissance est fatigant. Je vois mal les Européens, les jeunes Européens, accepter les efforts que font les jeunes Israéliens, par exemple, pour le service de leur pays. Quand je dis je vois mal, je ne le vois absolument pas. Donc voilà, la puissance, ça coûte cher. La puissance, c'est fatigant. Paresse et honte justifient qu'il y ait une sorte de rejet de la notion de puissance. Alors attention, peut-être pas si simplement de toutes les populations, mais en tout cas d'une partie des populations et d'une grande partie des dirigeants européens, qui fait qu'effectivement, l'Europe a choisi une position très simple. Elle l'a choisi, et je dirais qu'elle l'a choisi deux fois. Elle l'a choisi après 1945, et là, c'était probablement justifié. Mais elle l'a choisi après 91, ou plutôt après 90, et là, c'est beaucoup plus discutable. Elle a choisi de remettre ses intérêts et sa défense entre les mains des Américains. En 1947, ça pouvait se comprendre, ou en 1948, tout simplement parce que les moyens des Européens par rapport aux moyens de l'URSS de l'époque paraissaient dérisoires. En 1990, on a eu l'occasion, puisque la menace soviétique avait disparu, de reprendre en main notre destin et de redéfinir les relations avec les États-Unis, non pas pour les définir comme des ennemis systématiques ou quoi que ce soit, mais s'affranchir de la tutelle américaine, opérer un découplage par rapport à la puissance américaine. Or, à ce moment-là, les dirigeants européens ont très clairement choisi. Ils ont choisi non seulement de ne pas découpler, mais d'accentuer la dépendance militaire à l'égard des États-Unis, ce qui finit par énerver même les États-Unis, parce que, évidemment, on a un avantage à faire ça, c'est que la défense ne nous coûte pas cher. C'est les Américains qui payent. Regardons le discours de Donald Trump, qui est indiscutable. Les Américains payent pour une partie de la défense européenne. Ils financent l'essentiel des dépenses de l'OTAN, en tout cas une part très supérieure au rapport économique entre les nations, donc une part importante des dépenses de l'OTAN. Voilà, pour eux, ils y trouvent leur avantage, parce que finalement, c'est pas cher pour maintenir en sujétion l'ensemble des pays européens. Nous, on y trouve notre avantage parce que ça nous fait des économies et ça nous permet de dépenser l'argent autrement. Maintenant, évidemment, tout ça fait que l'Europe n'a guère de voie autonome sur le plan international. Tout ça a été d'ailleurs donc soigneusement dit par les Américains, ce qui est tout à fait extraordinaire. Les Américains le disent, tout cela. C'est pas, c'est pas des théories complotistes qui suspectent les néoconservateurs de basse manœuvre, de manière, ou d'ailleurs les conservateurs, ou d'ailleurs les Américains en général, les démocrates, les progressistes, les néoconservateurs, tout le monde, de basse manœuvre pour maintenir l'Europe sous tutelle. C'est Madeleine Albright, c'est les dirigeants américains même de la fin des années 90 qui nous ont dit qu'il n'est pas question qu'une Europe de la défense se construise
en dehors d'une forme de lien avec l'OTAN, et allons plus loin, en dehors d'une forme de suggestion à l'égard de l'OTAN. Ils l'ont dit clairement, ils l'ont affirmé. Hein, et les Européens n'ont pas été capables de réagir face à cela, ils n'ont pas été capables de s'affranchir de ces consignes américaines. Le pompon, si on peut dire, la cerise sur le gâteau, a été placé par Nicolas Sarkozy avec le retour de la France dans l'OTAN. Le seul pays qui en Europe avait justement la possibilité d'avoir une voix un peu différente, ou avec les deux orthographes du mot voix, d'avoir une voix un peu différente, eh bien, ce pays lui-même se rallie à l'idée que pour être membre de l'Union européenne, il fallait membre de l'OTAN. Voilà, c'est ça, c'est clair, simple. Alors, c'est pas le cas encore de tout le monde, mais vous avez vu qu'un pays comme la Finlande, aujourd'hui, envisage de rallier l'OTAN également. Donc, à terme, voilà, un pays européen sera un pays membre de l'OTAN. Un pays membre de l'Union européenne, j'entends, sera un pays membre de l'OTAN. Les avantages et les dangers, on peut en discuter effectivement. La multipolarité, si elle n'est pas organisée par le concert des nations, est effectivement une source d'instabilité énorme. Alors quand vous avez le congrès de Vienne, quand vous avez des très grands diplomates pour organiser cela, comme des Metternich, comme des Kissinger pendant un temps, mais bon. Effectivement, la multipolarité a l'avantage de respecter les souverainetés, d'éviter la domination absolue d'une puissance, et simplement, il faut évidemment que ce soit organisé, parce que si ce n'est pas organisé, les heurts deviennent de plus en plus nombreux. L'avantage de l'esclavage, c'est que les esclaves ne se votent pas entre eux. Voilà. Donc le maître a cette vertu, hein, qu'il maintient l'ordre au sein de son cheptel, et qu'il évite les conflits. Bon, évidemment, c'est accepté, le statut d'esclave est un terme un peu fort, bien sûr, mais le statut de sujet, de subordonné, au profit d'une puissance exclusive. J'ajouterais aussi que, pour être juste, la domination d'une puissance n'est pas non plus source obligatoirement n'est pas non plus sans risque. Hein. C'est Christophe Bulot qui me citait une fois une formule, mais je ne l'ai pas retrouvée, dont il dit qu'elle était du général de Gaulle, sur les États-Unis, puissance dangereuse. Hein. Effectivement, si on regarde bien, par exemple, l'action des États-Unis en Irak, hein, voilà, ça c'est une puissance dangereuse. C'est une puissance qui agit d'elle-même, ne demande pas réellement l'avis de ses alliés, qui même me suivent. Hein, c'est la fameuse théorie de l'époque selon laquelle la mission fait la coalition. Hein, les Américains définissent la mission, et puis ceux qui le veulent suivent leur panache blanc. Et le résultat, c'est un Moyen-Orient profondément troublé. C'est pour l'Europe, moins pour eux. Pour l'Europe, le terrorisme qui s'accentue, c'est pour l'Europe les flux de réfugiés. Bon, voilà, on peut dire que de cette façon, c'est bien joué de la part des États-Unis, car c'est nous qui ressentons, qui sommes plus proches, qui ressentons une partie des conséquences de leur action de puissance dangereuse. Voilà, alors on peut discuter des avantages et des inconvénients, il y a des avantages, il y a des inconvénients aux deux situations. Il y a quand même un avantage aussi majeur à la situation de multipolarité, c'est d'être plus ou moins maître de son destin. Hein, puisqu'il n'est pas négligeable. Bon, il y a maintenant une autre question, qui est de savoir si ça va se produire. C'est à mon avis la question la plus importante, et je suis de ceux qui ne croient pas à un affaiblissement de la puissance américaine à court terme, ou même à moyen terme. Je pense que les Américains sont les seuls à détenir toutes les formes de puissance. Je crois effectivement que les rivaux des États-Unis, qui montent, c'est indiscutable, mais restent incapables de coordonner leur action, sauf, encore une fois, de façon défensive, mais incapables de coordonner réellement leur action, qu'ils ont tous des arrière-pensées, qu'ils ne s'adorent pas tous les uns les autres. Je crois qu'il y a une puissance de séduction des États-Unis et du modèle américain, un rêve américain, que tous les malheurs des États-Unis n'ont pas réussi à ébranler. Donc voilà, je pense que les États-Unis restent, et de loin, la première puissance mondiale, et que je ne vois personne qui aujourd'hui soit capable de leur contester ce rôle. Si on voit la Chine, alors évidemment économiquement, la Chine a rattrapé le PIB chinois en parité pouvoir d'achat, mais le PIB chinois a rattrapé le PIB américain, il l'a même légèrement dépassé.
Oui, mais c'est un PIB pour 1,3 milliard de personnes, alors que de l'autre côté, c'est un PIB pour 320 millions de personnes. Donc ça ne fait pas la même richesse quand même par individu et très loin. Donc elle a rattrapé économiquement, mais elle est très loin. Sur le plan militaire, personne ne peut le dire réellement. Enfin, il semble bien que dans des secteurs comme la marine, la domination américaine reste totale. Bon, après, ce que valent les combattants sur le terrain, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, dans une bataille, je dirais, traditionnelle, une bataille frontale, on voit mal les Américains être battus par qui que ce soit, y compris par les Chinois, dans le cadre d'une petite guerre. On a bien vu que c'est autre chose. Mais une bataille frontale, on voit bien la puissance de l'armée américaine, la puissance de feu terrifiante de l'armée américaine, et puis on sait que les Américains savent utiliser ces puissances de feu, ils n'ont jamais reculé devant l'utilisation, quand ça leur semblait nécessaire, jusqu'à l'usage de la bombe atomique. Si on voit, comment dire maintenant, le soft power, bon, ben c'est clair, il n'y a pas photo. Qui a envie de vivre la vie d'une ouvrière dans le textile à Shenzhen? Donc je pense que la vie des Chinois ne fait pas rêver. Alors peut-être éventuellement, oui, c'est vrai, dans certains pays du Sud, peut-être dans certains pays africains, où évidemment ce que l'on voit avant tout, comme ce qu'ont vu avant tout les Chinois, c'est l'enrichissement. Et première des priorités, avant de se poser la question de la liberté, c'est de manger, mais sans doute. Donc dans un certain nombre de pays du Sud, on peut imaginer que le modèle chinois fasse rêver. Bon, dans les pays occidentaux, je crois qu'il ne fait absolument pas rêver.